notre pays, les Cévennes et le Vivarais. Plateaux, ravins, vallées profondes se succèdent. À chaque sommet, c'est une vue immense et bouleversée comme une mer secouée par la tempête. Pays rude. Au long des âges, nos parents ont creusé le roc, arraché mètre par mètre le sol à la montagne, créé des terrasses et retenu la terre qui les garnit. Pays rude, rude labeur. Pays où nous luttons contre une nature âpre, mais que l'effort domine. Pays où des générations de cultivateurs se sont accrochés et que nous aimons comme elles. Montagnes râpées, rochers, packages se répondent. Les moutons paissent dans des châtaigneraies. Moutons et châtaignes sont deux des richesses du pays. La troisième, celle qui nous donne l'argent frais nécessaire pour les dépenses du dehors, c'est l'éducation du ver à soie, du magnan comme on dit par ici. C'est le ver à soie qui revient chaque année au cœur des villages, des hameaux, des mares isolées, animer ces bâtiments modestes aux fenêtres étroites, les magnaneries. C'est lui qui permet à plus de 2000 foyers de nos montagnes de vivre encore sur la terre ancestrale aimée. Venez voir dans l'un de nos villages comment l'élevage du ver à soie peut se moderniser tout en restant familial et à la portée de tous. Voici une famille séricicole. Un soir d'hiver, tous sont réunis. On va qu'à ses affaires, on cause. Gilberte, la femme, si gaie, si vaillante. Il faut bien les travaux, la ferme, les 3 enfants. Michel, le plus petit, 3 ans. Denise, 7 ans. La leçon d'histoire n'a pas l'air de beaucoup l'amuser. Claude, 12 ans, classe du certificat d'études. Le mari de Gilberte, Bernard. Il ne fait pas attention à nous, il remplit sa pipe. Les parents de Bernard, grand-maman qui autrefois dirigeait la magnanerie et qui a gardé sous ses cheveux blancs un visage étonnamment jeune. Le grand-papa qui a 70 ans boit encore allègrement sa chopine. Tout près du feu, la maman de Gilberte qui est bien vieille. Elle a beaucoup travaillé, elle a eu beaucoup d'enfants, beaucoup élevé de ver à soie. Et une voisine, Jeanne, dont le mari malade est encore absent. Alors on l'aide pour les grands travaux, on l'invite souvent. Dame, si on était à sa place. Ne soyez pas inquiète, Jeanne. C'est fini. Il va bientôt revenir. Merci, Bernard. Il y a le chat et le chien. Ils ne sont pas de la même race, ça ne les empêche pas de s'entendre. On a éteint la TSF. On est en famille. Fais attention à l'eau, Denise. Dehors, le vent souffle, mais le baromètre est au beau fixe. C'est un baromètre optimiste. La vieille horloge fait son tic-tac, tic-tac. La vieille horloge, toujours à la même place et qui ne s'est jamais arrêtée. Au premier étage, la magnanerie. Déserte et glacée en hiver, elle attend le renouveau pour s'animer. Au-dessus, le toit, le vent, la froidure. Redescendons près du feu, il fait bon. Toute la famille trie les châtaignes. On parle déjà du ver à soie qui, bientôt, de la fin avril à juin, absorbera toute l'activité des femmes. Ceci, Gilberte le rappelle sans ménagement à son mari. Pour le travail des magnans, on n'a pas besoin de toi. C'est comme si tu n'existais pas. Ça n'empêche que c'est quand même lui, Bernard, que l'on envoie en avril chercher les graines des races rustiques. C'est par la coopérative séricicole de son canton qu'il les obtient. Les boîtes possèdent bien la banderole du contrôle sanitaire. Elles contiennent chacune 2 onces, soit 60 grammes de graines. Ces graines, ce sont en réalité les œufs du ver à soie. Tiens, monsieur le maire est là, en visite. Toujours avec une imposante serviette. Il doit y en avoir des secrets là-dedans. Monsieur le maire est venu faire signer des papiers à Bernard, qui est secrétaire du syndicat séricicole local. Des paperasses, toujours des paperasses. Mais peut-être bien après tout que ces signatures ne sont qu'un prétexte. Monsieur le maire sait qu'il y a toujours chez Bernard bon accueil et une bonne cartagène. C'est la liqueur favorite des Cévenols, mélange de jus de raisin et de vieux marc. Douceur et force. À votre santé, monsieur le maire. À votre santé. Et grand-papa qu'on oubliait. Puis la boîte de graines passe de main en main. On examine la valeur des graines.
On la compare à celle de monsieur le maire qui vient d'une autre origine. Tiens, c'était donc ça les secrets d'état de la serviette. En fin d'élevage, on voit les résultats obtenus. Vous mangerez bien avec nous, monsieur le maire. Justement, Jeanne, la voisine, montre une lettre de son mari. Oui, il écrit. Tu vas avoir beaucoup d'ouvrages avec les magnans. Soigne bien l'incubation. Puis, dès que les magnans seront nés, donne-leur beaucoup de feuilles. Comme nous le faisions autrefois. Et puis, on parle du vieux temps. En passant dans le village, la femme du boulanger recevait les sachets de graines que son mari suspendait dans sa gloriette. Grand-maman rappelle le temps où des femmes mettaient ces sachets entre leurs seins. Ou même ailleurs. Le Castelet des Cévennes, petite étuve en tôle, a été un premier perfectionnement. 2 cadres à claire-voie, disposés en tiroir à l'intérieur de cette couveuse, recevaient les graines étalées en couches minces. La température était réglée par une veilleuse qu'on approchait plus ou moins du plancher. Que de soins pour la surveiller constamment. Et souvent on manquait l'éclosion. Maintenant, Gilberte n'utilise plus que la chambre d'incubation collective. Et elle en est très contente. Plus de soucis dans chaque famille avec l'éclosion des graines. Et on a des vers plus nombreux et plus vigoureux. Dans cette chambre récemment aménagée grâce à des crédits de l'État, les éducateurs de la commune et des voisines peuvent faire éclore en commun leurs graines, dans les meilleures conditions d'hygiène et sous la surveillance constante et sûre de quelqu'un du métier. L'éducateur dépose ses graines, puis peut partir tranquille. Tout sera fait, bien fait, fait à temps. Chaque lot de graines est étalé à l'aide d'un pinceau léger dans le cadre numéroté qui lui a été attribué. Le travail de la surveillante consiste à obtenir une température constante. Un thermomètre avertisseur électrique est indispensable. Suivant le cas, il faut chauffer, aérer ou humidifier. La surveillante, personne compétente, pendant les 20 jours de l'incubation, doit être présente jour et nuit. Pendant ce temps, les magnaneries sont mises en état, installées. C'est là le travail de Bernard. On lui a bien dit, vous vous en souvenez, qu'on n'avait pas besoin des hommes durant l'élevage des vers à soie. Mais pour les travaux durs, on sait bien où les trouver. Il faut que la magnanerie soit propre, très propre, pour éviter les maladies. Nettoyage général à grande eau. Blanchiment des murs et du plafond au lait de chaux fraîchement éteinte. Parfois, passage de certaines fenêtres au bleu, car si le ver à soie aime l'air et la lumière, il ne doit pas recevoir directement de rayons solaires. Montage des claies, ce n'est pas difficile. Chez Bernard, c'est une installation moderne. Ce sont des claies de treillage métallique. Chez Jeanne, c'est encore le vieux système plein d'inconvénients, des canisses de roseaux. Les montages faits, Bernard désinfecte le tout, pièces et clés, en appliquant soigneusement avec un pulvérisateur pour vigne une solution de formol et en brûlant une mèche soufrée. Voilà, tout est prêt. Et là, ne partez pas si vite, Bernard, vous alliez oublier le thermomètre. Pas de verre à soie sans thermomètre, car il faudra chauffer s'il fait froid, aérer s'il fait trop chaud. À la chambre d'incubation collective, pendant ce temps, les graines ont changé de couleur, elles sont devenues blanchâtres. On dit qu'elles répondent. Et puis un matin, c'est l'événement sensationnel. Le premier ver est là. Petite larve de 2 mm environ de longueur que termine un point noir la tête. D'autres, encore d'autres vers qui s'arrachent péniblement à leur coquille. Les naissances s'échelonnent entre 6 et 10 heures du matin. On place sur les œufs, au premier signe d'éclosion, une bande de mousseline. Les vermiculés, mus peut-être par la curiosité, passent alors à travers la mousseline dont le tulle retient en dessous les coques vides. On les recouvre de feuilles de mûrier. Lorsqu'il y a une quantité suffisante de vers, et ceci, même pour un modeste élevage, signifie plusieurs milliers, les éducateurs viennent reprendre leurs biens dans des caissettes divisées en compartiments correspondant aux dates d'éclosion. Premier jour, deuxième jour,
3e jour. Voici Gilberte revenant toute joyeuse avec son précieux chargement. L'éducation de ces vers va se poursuivre maintenant chez elle. À la réception, les vers nés le dernier jour sont placés à l'endroit le plus chaud et recevront le plus de nourriture. On dit que Gilberte les avance. Les vers nés le premier jour, par contre, placés loin du feu et moins bien nourris, seront retardés. Ainsi, Gilberte obtient un élevage égalisé, très homogène, plus facile à soigner. Le ver présente successivement 5 âges qui, à 20 degrés, durent au total 5 semaines. Premier âge, il a environ 1,5 cm. Deuxième âge, il mesure 1 cm. 2 cm au 3e âge. 3 cm au 4e âge. Et au 5e âge, c'est un grand personnage d'au moins 6 cm. Il pèse à ce moment 10 000 fois plus qu'à sa naissance. Cette proportion est considérable, presque unique. Le poids d'un homme adulte, par exemple, est d'environ 30 fois le poids d'un nouveau-né. Ces 5 âges du ver sont séparés par des mues, qui sont des périodes critiques pendant lesquelles le ver est très fragile. On reconnaît qu'un ver entre en mue quand on voit son appétit diminuer, ses mouvements se ralentir, son corps devenir translucide, comme les porcelaines de cette Chine qui fut son berceau. Enfin, il se fige en une attitude bizarre, il semble méditer et il s'endort. Sa future peau se forme et quand il se réveille, il ne lui reste plus qu'à s'arracher de sa guenille. La feuille de mûrier, nourriture du ver, se cueille dans l'après-midi quand elle a été, comme on dit ici, ressuyée par le soleil. Jamais on ne doit la cueillir en présence de rosée ou de brouillard. On la conserve dans un endroit frais, le ramier. De temps à autre, on retourne le tas où les cueilleuses viennent déverser paniers et sacs. Grasse, ferme et vernie, la feuille ruisselle et parfume le local de cette odeur saine et franche de la chimie terrestre, si différente de toutes les autres. Pendant les 35 jours qui séparent la naissance du ver à soie de la formation du cocon, il faudra se lever tôt, servir les repas, 5 au moins par jour au début. Nettoyer, laver, mais surtout ne pas faire comme Jeanne qui balaye et soulève de la poussière. On lui a pourtant dit qu'ainsi elle dispersait sur les vers des germes de maladie. Et puis bien surveiller la température. Toujours bien espacer les vers. Beaucoup de place est nécessaire pour avoir de gros vers. Mais que de soucis. Fait-il du vent, de l'humidité? Vite, Gilberte ferme complètement les fenêtres, allume le feu et à l'occasion place un peu de chlorure de chaux dans des bassines pour mieux assécher la pièce. Bon, maintenant, avec le début de l'été, c'est le contraire. Un orage monte en fin d'après-midi. L'air est lourd, pesant. C'est ce que le Sévenol appelle la touffe. Vite, il faut ouvrir les fenêtres, aérer largement. Pour le ver, comme pour l'enfant, la propreté chasse les maladies. Afin de tenir les vers propres, il faut souvent les déliter, c'est-à-dire les changer de litière. Gilberte fait 8 à 10 délitages durant les 30 jours de son élevage. Chaque fois, c'est quelques 30 000 vers qu'elle doit enlever des débris de feuilles, de mues et de leurs excréments. Voyez comment l'opération est simple. Maintenant, avec le papier perforé étalé sur les clés, papier au trou d'un diamètre proportionnel à l'âge des vers. Dessus, des feuilles fraîches. Vite, les vers abandonnent les vieilles litières. On jette ensuite au feu les litières souillées. Pendant toutes ces opérations, les hommes, eux, sont occupés aux travaux des champs. Le soir, la fatigue d'une journée bien remplie se fait sentir pour tous. On parle peu. Quelques mots rapides sur ce qu'on a fait, sur ce qui reste à faire, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Oui, c'est bien ça, on est fatigué. C'est le moment, naturellement, que choisit l'aîné pour faire signer son livret d'école. Comme ça, il pense qu'on n'aura pas le temps de le regarder. Ça cache quelque chose, ça, justement si on le regardera, ce livret. Oh, un 0 de conduite? Tu n'as pas été attentif. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu as encore élevé des vers à soie dans ton pupitre. Et le maître t'a grondé. Cet instinct est héréditaire et personne n'y peut rien. L'élevage des vers à soie est un besoin aussi naturel pour les enfants de notre pays que le tir à l'arc pour ceux des Flandres ou le rugby pour ceux des Pyrénées-Orientales. Mais tout de même, l'instituteur a bien raison de se fâcher, d'autant plus qu'il a organisé dans sa classe une petite éducation qui sert de leçon et d'exemple.
Il s'y intéresse lui aussi au ver, l'instituteur de notre commune. Le ver à soie lui offre chaque année le sujet d'une de ses leçons d'histoire naturelle les mieux suivies. Il explique à ses élèves la vie du ver, quelle maladie il peut avoir et pourquoi. Enfin, l'avantage de la coopération, de l'union dans les efforts. Il amuse les enfants en leur racontant les superstitions d'autrefois. Eh bien, il n'y a pas si longtemps que les femmes des Cévennes refusaient de recevoir les visiteurs dans leur magnanerie, de crainte qu'ils n'eussent le mauvais œil qui fait mourir les vers. Étaient-elles plus ou moins obligées d'accueillir les étrangers? Alors vite, comme de vraies sorcières, elles faisaient des signes, suspendaient un fer à cheval à la porte d'entrée ou cachaient subrepticement une gousse d'ail sous les claies. Et pendant toute la durée des orages, femmes et jeunes filles chantaient pour chasser les mauvais esprits que les nuages noirs, très certainement, devaient charrier avec eux. Tout cela, c'est du passé, ce sont des souvenirs pour l'éveiller. Bernard a vite compris la voix parlant dans son fils Claude. Qu'il le rend heureux, ce fils, en lui donnant dans la magnanerie de la famille 1 mètre carré de claie sur lequel il va faire, sans se cacher, l'élevage à sa façon, en s'inspirant de ce que lui a dit l'instituteur. Les enfants observateurs sont souvent un peu en avance sur les parents. C'est ainsi que les progrès ont pénétré dans bien des magnaneries. Les jours passent avec le même labeur, parfois pénible, mais travail propre chez Gilberte. Labeur auquel on se donne tout entier et que l'on aime, car les sériciculteurs aiment leur ver. Amour partagé. Le ver se sent en confiance dans la main de l'homme du pays, la main qui lui apporte sa nourriture et son bien-être. Un jour, près de la fin de l'éducation, une alerte. Gilberte, examinant un ver mort, avait cru découvrir une petite tache brune. Et tout de suite, elle avait eu peur. C'est qu'elle se souvenait de ce qu'on raconte de mère en fille dans les vallées. Déjà en 1850, ça avait commencé comme ça. Et 3 ans plus tard, la pébrine, c'est ainsi qu'on appelle ce mal, faisait d'immenses ravages. Les vers mouraient par milliers. Une à une, les magnaneries commençaient à disparaître, abandonnées, désertées. Avec elles, eut sombré une industrie bien française. C'est alors qu'un Cévenol haut placé à Paris, le célèbre chimiste Jean-Baptiste Dumas d'Alès, eut l'idée d'écrire à l'un de ses plus brillants élèves pour lui demander de s'occuper du mal mystérieux. Ainsi Pasteur vint, chercha, étudia et résolut le difficile problème. La pébrine, peu à peu, disparut. Le sourire revint sur les lèvres des éleveurs et les magnaneries s'animèrent de nouveau. Hommage émouvant. Dans beaucoup de modestes foyers, le portrait de Pasteur est là, en bonne place, entre le diplôme de certificat d'études obtenu autrefois et la photo qu'on fit faire un soir, c'était le bon temps, dans une ville de garnison pour envoyer à la promise qui est devenue la femme. Au début du 5e âge, le ver est doué d'un appétit extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la grande fraise. Il lui faut tant de feuilles de mûrier que beaucoup de femmes ne suffisent plus à les cueillir. Et une fois de plus, on fait appel aux hommes, ces hommes dont on semblait faire fi au début. Et il ne faut pas qu'ils perdent leur temps, les hommes. Ils doivent parfois porter des charges de 60 à 70 kilos. Nous sommes loin des magnanarelles de l'opéra comique. Ils n'ont pas envie de chanter, cela je vous assure. Ils n'ont même pas le temps de souffler. Maintenant, pour gagner du temps, divers sériciculteurs commencent à utiliser l'élevage au rameau. On donne alors au ver à soie non plus des feuilles détachées, trop longues à cueillir, mais des rameaux entiers, coupés directement sur l'arbre. On économise ainsi la main-d'œuvre et les claies sont mieux aérées. Enfin, le ver a 35 jours, 30 à 32 chez Jeanne. Les glandes à soie occupent maintenant les 2/3 du volume de son corps. Il est mûr. Avec des broussailles sèches, de petites haies sont posées d'une claie à l'autre. C'est l'encabanage, chose plaisante à voir, remarque Olivier de Serres. Voici maintenant que le ver, qui hier encore demeurait presque immobile sur ses feuilles de mûrier, soudain s'agite, va, vient, semble chercher, touché par une mystérieuse convocation de l'instinct.
il manifeste un impérieux besoin de s'élever. Il s'efforce, telle une pauvre âme inquiète, de s'arracher à la terre pour accéder aux régions supérieures où doit se jouer son destin. Dès qu'il a trouvé un endroit favorable, le ver fixe autour de lui, sur les objets voisins, de nombreux filins d'une soie épaisse. C'est l'armature générale de l'édifice qu'il va construire. La première soie rejetée est toujours assez grossière, c'est la bourre. Elle entoure et protège le cocon proprement dit, mais à mesure qu'avancera l'ouvrage, le fil se fera plus mince et de belle qualité. Ce sera véritablement la soie, un fil de 1500 mètres environ par cocon. La chenille disparaît ainsi dans un nuage qui s'épaissit de minute en minute, en superposant autour d'elle des couches de soie qu'elle tasse à l'aide de ses pattes de devant. Il y a toujours quelque chose d'émouvant pour la Magnanarelle, à voir ainsi s'éloigner, s'effacer les vers, ses enfants. La fin de la montée marque toujours dans les magnaneries, petites ou grandes, un moment joyeux où l'on fête l'heureux aboutissement des éducations. Mais c'est seulement 8 jours après la montée du dernier ver qu'on peut décoconner ou déramer. À l'intérieur du cocon, phénomène dont nul ne pénétrera jamais complètement le secret, la chenille va se transformer, après une dernière mue, en une chrysalide, ébauche du papillon futur. Et le jour vient où l'on doit porter les cocons à la ville voisine. Ils sont maintenant vendus à un prix rémunérateur, prix connu dès l'hiver, obligatoire, et établi en rapport avec les tarifs de la vie courante. C'est le moment où l'on juge des résultats obtenus dans chaque magnanerie. Honneur à Gilberte, avec ses graines bien choisies, l'emploi de la coopérative d'incubation, la magnanerie bien installée, le chauffage fait, la bonne hygiène donnée au ver. Elle a obtenu 80 kilos de beaux cocons à l'once. Honneur et profit surtout à son fils Claude, qui lui, avec ses essais, est arrivé à 85 kilos. Honneur aussi à ses sériciculteurs, qui, en chauffant à 24 degrés, obtiennent régulièrement 100 kilos à l'once. La vente est faite, et une charmante coutume veut alors que les Magnanarelles se rendent en hommage et en remerciement, les catholiques à l'église, où les attend monsieur le curé, les protestantes au temple, où monsieur le pasteur les attend aussi. Et l'usage veut qu'on offre à monsieur le pasteur des cocons détachés et des rameaux chargés de cocons à monsieur le curé, qui les déposera sur l'autel. Généralement, ce jour-là, c'est jour de marché et de fête, où la jeunesse se rend en longue bandrilleuse. Monsieur le curé au seuil de l'église, monsieur le pasteur au seuil du temple, regardent d'un œil bienveillant ces filles et ces garçons insoucieux pour ce jour. Ils savent bien qu'ils les retrouveront sous peu, graves ce jour-là, et tout intimidés devant eux. Soudain, voyez le petit gros, là, qui vient avec sa grosse caisse. Et celui-ci, le grand, avec son trombone. Et ces deux-là. Ce n'est pas pour rien qu'ils arrivent. Un bal, et oui. Malheureusement, dans les Cévennes, on n'est pas fixé. Il n'y a pas de danse vraiment locale. On est à mi-chemin de l'Auvergne et de la Provence, vous comprenez.
Alors, tour à tour, on danse des valses, des bourrées et des farandoles. Un qui n'a pas de chance, c'est l'adjoint au maire. Il n'a jamais su danser. Et il n'ose pas se risquer si on allait se moquer de lui. Tiens, voici Jeanne. Mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Elle, toujours si triste, elle tend une lettre. Mon Dieu, son mari guéri revient cette semaine. Aux farandoles, la nuit ajoute le prestige de sa fièvre. La joie des hommes s'inscrit en ombre géante sur le mur de la mairie. Et j'imagine que là-haut, seule, délaissée au fond de la salle des fêtes aujourd'hui vide, Marianne sourit à tout ce bonheur.